Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je reçois Sophie Pillant, une femme multifacette qui a su façonner son quotidien avec plusieurs volets dans la naturopathie qu'elle exerce aujourd'hui en Bretagne, dans son cabinet et aussi en ligne. Elle se définit comme une agitatrice de bien-être. Elle accompagne les personnes à se sentir mieux à travers notamment une approche de la naturopathie joyeuse, des massages et la gestion des émotions. Elle nous raconte son déclic, son parcours de réinvention professionnelle en quittant son poste de responsable de communication dans le monde associatif pour partir à la découverte de soi et aujourd'hui propager le bien-être. Elle nous livre d'ailleurs de précieux conseils de naturopathie dans cet épisode. Bienvenue Sophie, je suis hyper contente de te recevoir ici. Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir. Le plaisir est vraiment partagé. Pour commencer cet épisode, j'aime bien dire justement que tout commence par un rêve. Est-ce que tu peux nous partager le tien, Sophie, s'il te plaît ? Avec plaisir. Ça va faire un peu Miss France, peut-être un peu utopique, mais pourtant c'est le cas. Je rêve vraiment d'un monde où chaque personne ait la possibilité d'incarner pleinement qui il est, sans avoir peur d'être jugé ou voire pire, emprisonné, lapidé ou je ne sais quoi. C'est joyeux pour commencer. Mais vraiment, l'idée, c'est de rêver d'un monde où on peut tous être qui on est, réaliser nos rêves, tant que ça n'empiète pas après sur la vie de chacun. C'est vraiment mon rêve. Merci de ce partage et quelle belle entrée en matière. Et justement, tu dis un monde où tout le monde pourrait être. Qui es-tu, du coup, peux-tu nous partager ? Généralement, quand on me demande ce que je fais, j'aime bien surprendre, on va dire, en répondant par « je fais de mon mieux ». Parce que vraiment, dans la vie, je fais de mon mieux. Et pour ça, dans la vie professionnelle, je suis naturopathe, même si c'est un titre qui est trop petit pour moi, on va dire, que j'ai transformé en agitatrice de santé naturelle, dans le sens où vraiment, je travaille autour de la santé au naturel et de l'autonomisation de chacun dans sa santé. Ça, voilà, c'est autour de la naturopathie majoritairement, mais en consultation ou plein d'autres activités. Dans la vie perso, je suis une passionnée de sport et de nature. J'habite en Bretagne, donc c'est parfait pour ça. Et voilà, je suis une amoureuse de la vie et des autres, on va dire. Tu dis justement que tu t'es fait ton propre cadre et tu t'es créé un petit peu la dénomination de ton job aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les moments clés de ton parcours et peut-être ce que tu faisais avant de devenir agitatrice de santé et pour inspirer justement les femmes qui voudraient se réinventer, de voir peut-être ce que tu faisais avant et par où tu es passée. J'ai eu un parcours assez atypique. J'ai fait un baccalauréat européen, donc en langue allemande. J'étais amoureuse des langues, je le suis toujours, mais ça fait plus partie de mon quotidien. J'ai enchaîné sur un BTS commerce international parce que à l'époque, et après ça va vite changer, je voulais un diplôme rapidement pour pouvoir travailler rapidement. Sauf que après, en cours de ce cursus en BTS commerce international, j'ai découvert un concours ouvert uniquement au BTS pour pouvoir entrer en deuxième année de Sciences Po. Et j'avais un prof extraordinaire, il y a des profs comme ça, des personnes qui marquent dans notre parcours, qui nous a proposé bénévolement de nous préparer à ce concours. Je me suis préparée à ce concours et j'ai été reçue à Sciences Po Lille. J'ai fait du coup la fin du cursus de la 2e à la 5e année avec une interlude, enfin, comment on appelle ça, une césure. C'est pas une césure, c'est vraiment inclus une année à l'étranger, une année et demie même en ce qui me concerne, et à Montréal, donc à l'Université de Montréal, puis après en stage dans une ONG à Montréal. Donc on voit le début de mon parcours professionnel arriver, c'est-à-dire que finalement, arrivé en 5e année, j'avais décidé de me spécialiser en communication. Donc, j'ai fait une 5e année en communication institutionnelle, vraiment dans le but de travailler dans le milieu associatif. J'ai eu la chance de trouver mon
stage de fin d'études dans une association extraordinaire qui s'appelle Aider Action. Ça va pas me rajeunir, mais à l'époque, mon stage était notamment en partie le développement des réseaux sociaux qui venaient juste voilà, c'était le début de Facebook et tout ça. Donc, mon partie de mon stage, c'était de créer la page Facebook de l'association et de la développer. Voilà, ça me rajeunit pas, surtout que j'ai fait mon mémoire ensuite de fin d'études sur les réseaux sociaux comme une opportunité pour les associations. Je pense que c'est une question à laquelle on n'a plus besoin de répondre à l'heure actuelle. Voilà, et j'ai eu la chance d'être embauchée par cette association ensuite en tant que chargée de web et événementiel. C'est-à-dire que j'ai développé aussi des événements autour du sport et de la mobilisation solidaire pendant 5 ans auprès de cette association. Et après, pour faire court, j'ai travaillé dans d'autres assos pendant 10 ans. J'ai fini responsable communication d'une petite association qui s'appelle Clowns sans frontières. Et ce métier était absolument passionnant, vraiment. Et j'avais la chance d'avoir des postes qui permettaient de rassasier ma curiosité, parce que je pense qu'on l'a déjà compris, je suis quelqu'un de très curieux et qui aime faire plein de choses en même temps et être autonome. Mais ça demande énormément d'énergie, beaucoup de travail le soir, le week-end, et ça nécessitait aussi de vivre à Paris. Enfin, en tout cas, la majorité des postes se trouvent dans les associations humanitaires, les sièges d'associations humanitaires à Paris. Et moi, je voulais plus vivre à Paris. Donc, j'ai fait un bilan de compétences début 2018, un peu original parce que c'est un bilan de compétences en groupe, à distance, et où on se rencontre en groupe toutes les semaines, pendant 8 semaines. Donc, ça a été vraiment une grosse claque pour moi. Cette même année, il y a aussi eu une grosse épreuve personnelle qui m'a fait rapidement en fait, prendre la décision. En fait, il y a eu le résultat du bilan de compétences qui m'a fait donner des pistes de reconversion. Et juste après ces résultats-là, j'ai même pas eu le temps de mûrir un peu le projet, que j'ai eu une grosse épreuve personnelle qui m'a fait me dire, en fait, la vie, c'est court, donc c'est maintenant. Donc voilà, j'ai très rapidement demandé une rupture conventionnelle dans l'association dans laquelle je travaillais, qui a été acceptée. Je me suis inscrite, parce qu'entre-temps, je m'étais vraiment intéressée à la naturopathie, pris rendez-vous avec des naturopathes pour savoir ce que c'était la naturopathie. J'ai aussi assisté à des réunions d'information dans les écoles de naturopathie. Donc, je me suis inscrite à une école. Ça démarrait en janvier. Donc, l'inscription, je l'ai fait en juin. Ça démarrait en janvier, ce qui m'a permis de finir mon contrat sereinement et d'enchaîner ensuite sur une formation qui a duré 1 an et demi. Voilà, et ça, c'était il y a 1 an et demi. Enfin non, la fin de la formation, c'était il y a 1 an et demi. Je me suis lancée d'abord sur Paris en tant que naturopathe parce que le Covid a ralenti notre déménagement avec mon conjoint ici en Bretagne. Et je suis arrivée en Bretagne. C'est la finalisation de mon rêve personnel et professionnel en septembre dernier, où je me suis installée à Vannes. Voilà, c'était long, mais voilà, c'était sinueux. Quel beau parcours et surtout quel cheminement. C'est vrai qu'on parle souvent de déclic. Toi, tu nous as expliqué qu'en 2018, il s'était passé quelque chose dans ta vie personnelle, en plus de ton cheminement professionnel. Sans rentrer dans les détails, bien sûr, parce que ce n'est pas le but ici, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te sentais à ce moment-là? Parce que tu expliques que tu as pris une claque, et c'était un peu ce déclic où tu t'es dit, je remets tout en question un petit peu. Comment tu te sentais par rapport à comment tu te sens maintenant? Parce que valser sur cette montagne russe des émotions, c'est un peu ce que ressentent les femmes qui veulent se réinventer. Et si tu pouvais partager ça ici avec nous, ce serait vraiment très intéressant. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je me suis rendu compte, c'est fou parce que je n'avais pas pris ce recul avant, que je filais droit vers le burn-out et que ce qui me tenait encore, c'était le côté personnel où c'était assez équilibré. Et quand ce pilier-là a commencé à s'écrouler, j'ai pu me rendre compte que ça, c'était pas la situation dans laquelle j'étais, c'était pas tenable. C'est-à-dire travailler comme une d'arrache-pied, ne jamais s'arrêter, ne jamais se reposer, ne pas s'écouter, c'était pas tenable, vraiment. Et puis du coup, cette épreuve personnelle, on peut en parler. En tout cas, je peux l'aborder, le nommer. C'est l'AVC de mon papa qui a fait un AVC en mai 2018. Et là, vraiment, je me suis dit, la vie, elle est courte et franchement, il n'y a rien
de grave à part la mort et la santé, enfin la santé qui se dégrade. Donc, je me lance. Enfin, au pire, ça échoue et puis tout n'est pas perdu. J'ai des compétences et je retrouverai de quoi si ça marche pas, la naturopathie, je retrouverai de quoi me réinventer encore. Donc, voilà, c'était dans cet état d'esprit-là que j'étais. Et du coup, merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. On comprend que le fait que la santé, ça a été quelque chose qui s'est montré très important pour toi. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi ton cheminement vers la naturopathie en particulier, parce que c'est une approche un petit peu particulière de la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer ton approche et ce que c'est pour toi aussi aujourd'hui la naturopathie, parce qu'en tant que naturopathe, tu es la mieux placée pour nous l'expliquer. Bien sûr, et surtout qu'en plus, c'est lié, finalement, le chemin que j'ai eu vers la naturopathie. J'avais déjà cet intérêt-là. Et finalement, cette épreuve, maintenant, je le dis avec le recul, j'ai fait le lien, mais cette épreuve m'a provoqué une thyroïdite de Hashimoto, donc un dérèglement de la thyroïde, qui est très lié. Voilà, maintenant, je le sais aussi, la thyroïde et les émotions, c'est extrêmement lié. J'avais aussi des gastrites à répétition. Là aussi, je savais pas que c'était lié à la thyroïde, mais maintenant, je l'ai lié. Enfin, voilà, une série de dérèglements de santé personnelle alors que jusque maintenant tout allait bien. J'ai aussi découvert que j'étais hypersensible. Donc tout ça, ça m'a amené à me questionner sur ma santé. Avant, tout allait bien, donc je ne me posais pas de questions. Je brûlais un petit peu la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et là, j'ai été forcée de regarder en face comment je prenais soin de moi. Et c'est vrai qu'en parallèle, du coup, il y avait cette reconversion professionnelle où, du coup, à la fin de cette reconversion, on nous encourageait à aller tester des activités qui semblaient nous correspondre professionnellement. Donc, c'est là, du coup, je suis allée pour la première fois à la rencontre d'une naturopathe. Alors, pour vous expliquer déjà ce que, pour moi, la naturopathie c'est vraiment une médecine qui va être douce, une médecine alternative à la médecine allopathique traditionnelle, enfin, la médecine traditionnelle, en France en tout cas, la médecine habituelle, on va dire, en France, qui va être holistique, c'est-à-dire penser la personne qu'on a en face de soi de manière générale. C'est pas que un corps, la personne qu'on a en face de nous, elle a aussi des émotions, elle a aussi un mental, une énergie, enfin voilà, penser la personne de manière vraiment très générale et apporter des conseils qui soient adaptés à toutes ces dimensions de l'être et qui soient personnalisés aussi avec le rythme de vie de chacun, les valeurs de chacun, ce que la personne, au moment où elle vient en consultation en naturopathie, elle se sent de mettre en place ou non. Alors, il y en a une série de conseils à disposition en tant que naturopathe, des conseils naturels dans l'alimentation, les plantes, la respiration, la gestion des émotions. Donc, c'est aussi personnaliser ces conseils. La naturopathie, c'est vraiment, le naturopathe, c'est un éducateur de santé qui va prendre la personne par la main, l'accompagner. Et le but, à la fin, c'est que la personne, elle soit autonome dans sa santé, qu'elle sache ce qui est bon pour elle et qu'à terme, ce qui est ce qui est différent de l'allopathie, c'est qu'on va vraiment... il n'y a pas un sachant et quelqu'un qui va écouter ce qu'il faut faire, mais le but, c'est vraiment d'éduquer, de transmettre pour qu'on soit après à un même niveau d'information et aussi partir du principe que le client qui vient voir un naturopathe, c'est lui le mieux placé déjà pour savoir comment il se sent et quel stade il est dans sa santé à lui. Et du coup, c'est aussi très important dans une consultation en naturopathie, en tout cas à mes yeux, je pense que c'est le cas de beaucoup de naturopathes, d'être à l'écoute avant tout. C'est vraiment un espace d'écoute. Donc, une consultation en naturopathie, ça va durer, selon le naturopathe, entre 1h30 et 2h, parce que le but, ça va vraiment être d'apprendre à connaître comment fonctionne la personne, pour pouvoir ensuite, comme je le disais, proposer des conseils les plus personnalisés possibles. Pour reprendre sur mon cheminement, j'ai consulté cette naturopathe. J'ai démarré un accompagnement avec elle, donc je l'ai vue 3 fois en tout. Et là, j'ai vu des grands changements déjà au niveau physique. J'avais plus de gastrite. J'avais un sommeil qui a été plus apaisé. Bon, c'est toujours un problème, le sommeil, maintenant, mais maintenant que je suis autonome dans ma santé, je sais quoi faire quand il y a des dérèglements. J'ai appris à apprivoiser, accueillir mon hypersensibilité, mes émotions. Et après coup, quand on m'a diagnostiqué une thyroïdite de Hashimoto, j'ai appris aussi à connaître ma thyroïde, parce que souvent, les personnes ne savent pas ce que c'est, tant qu'elle ne fait pas parler d'elle, on ne sait pas ce que c'est la thyroïde.
Donc, j'ai appris à la connaître, à savoir ce qui est bon pour l'équilibrer ou pas. Et c'est encore en cheminement chez moi, ce sujet de la thyroïde. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'était très complet et on parlera justement, par rapport à ton expérience des déséquilibres qui peuvent, arriver, pour les femmes parfois qui se réinventent. Parce qu'au final, comme tu l'as expliqué, c'est un cheminement et le corps, l'esprit, les émotions sont reliés à un moment donné, surtout quand on ne sait plus trop où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Si on revient à toi, justement, ton parcours, à un moment donné, en 2018, tu as décidé de te réinventer et on dit qu'entreprendre, au final, c'est sauter un petit peu dans le vide sans parachute. Quelle a été, toi, à ce moment-là, ta plus grande peur? Parce que c'est vraiment quelque chose qui fait peur. On se pose beaucoup de questions sur, comment je vais faire, comment je vais gérer tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus pour toi, source de peur à ce moment-là? Alors, je vais me permettre d'en donner 2 parce que finalement, quand tu m'as posé la question, il y a un truc qui m'est venu direct et je pense que ça va parler à tout le monde. Et puis, il y a un autre truc qui est venu assez rapidement. Donc, la première peur, et c'est vrai qu'elle est légitime, c'est la peur finalement, de manquer financièrement et de devoir dépendre de mon conjoint ou de ma famille parce que j'aurais grillé toutes mes économies dans ma reconversion qui finalement ne fonctionne pas. Cette peur-là, elle est rationnelle et en même temps irrationnelle parce que comme je l'ai dit, en tout cas en ce qui me concerne, je savais que j'avais des ressources pour me réinventer et que j'étais quelqu'un de sensé, qui savait tenir un budget, que je saurais j'avais confiance finalement au fond de moi que voilà, si ça fonctionnait pas la naturopathie ou si, finalement mes économies ne suffisaient pas pour m'aider à me reconvertir et je savais que je pourrais trouver j'avais même choisi le format de ma reconversion en semi-intensif. Donc je savais que je pouvais trouver un job à côté pour compenser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc je savais tout ça rationnellement, que même si, c'était légitime, il y avait des solutions pour calmer un peu cette peur de manquer, de dépendre. Il y a vraiment de ça aussi, dépendre financièrement de quelqu'un d'autre parce que je pense que je suis quelqu'un de très indépendante. Et puis, il y avait les peurs irrationnelles, toujours peur finalement, qui est toujours là, où on se dit je vais finir SDF. Voilà, c'est complètement irrationnel parce que d'ici à finir SDF, il y a quand même pas mal d'étapes à passer et on n'en est pas là. Mais elle était là, elle était irrationnelle. Et heureusement que j'avais justement les outils de la naturopathie pour m'aider à calmer cette peur. Et la deuxième, qui va finalement, je pense, résonner quand même pas mal avec d'autres, c'est que j'avais peur du regard des autres et du regard surtout de mes proches. Surtout de mes proches finalement. Parce que j'avais toujours, depuis que je suis toute petite, je suis la fille aînée d'une fratrie de 3, je ne sais pas si c'est lié à ça, eu cette image de fille modèle qui fait tout bien comme il faut, dans l'ordre, qui fait Sciences Po, qui est majeure de promo, en BTS, qui a son bac mention bien, enfin des choses comme ça. Et là, je sortais des cases finalement. Et j'avais peur de ce regard des autres, de montrer vraiment, d'oser être qui je suis aux yeux de mes proches, plutôt que qui ils pensaient que j'étais ou qui voulaient que je sois, pardon. Donc cette peur-là, elle était pour le coup complètement irrationnelle parce que j'ai la chance d'avoir des proches et notamment une famille extrêmement bienveillante et qui, de par le parcours personnel dont j'ai parlé, on n'en a pas grand-chose à faire dans le sens où tant que je suis heureuse, et que voilà, je manque pas notamment financièrement, le reste leur importe peu de ce que je fais professionnellement, si c'est dans les cases ou non, quoi. Mais ça, j'ai pu le découvrir qu'en me jetant dans le vide, justement. Justement, c'est une peur, qui fait écho à beaucoup de personnes, je pense. Parce que quand on part, en cheminement personnel comme ça, on part un petit peu à la découverte de soi, à l'exploration de qui on est. Qu'est-ce que tu as pu apprendre, toi, sur toi, justement, lors de cette, réinvention professionnelle? Parce que, tu étais, comme tu l'as dit, un petit peu dans les cases, la bonne élève, un petit peu madame, si on peut dire madame parfaite. Tu as voulu changer de carrière aussi, à un moment donné. Comment est-ce que tu as vécu cette quête de sens et qu'est-ce que tu as appris, le plus important sur toi et que tu pourrais nous partager? J'ai appris tellement de choses. J'ai appris, en fait, surtout que tout est possible, quoi, en tout cas, que les limites
qu'on a, finalement, c'est des limites qu'on se met nous-mêmes avant tout. C'est fou parce que voilà, ce cadre de petite fille modèle, finalement, dans ce que j'ai raconté juste avant, on voit bien que c'est moi qui me le suis mis, ou en tout cas, il n'y avait pas de mal à ce que je l'explose, ce cadre, finalement, il ne s'est rien passé. J'ai découvert, en fait, que c'était sans limite, et notamment, voilà, moi, je suis, en même temps que le bilan de compétences, j'ai découvert que j'étais hypersensible au potentiel intellectuel. Un peu sur le tard, parce qu'il y a des enfants maintenant, enfin on en parle de plus en plus, du coup on détecte de plus en plus. Et du coup, à partir de là, mais un monde merveilleux s'ouvrait à moi. Bon, ça donne le tournis au début, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et finalement, ça m'a permis de me rendre compte à quel point je pouvais avoir une créativité sans limite, enfin sans limite en tout cas, beaucoup plus que ce que j'imaginais, alors que je me considérais comme quelqu'un de pas créative. À quel point je pouvais explorer des domaines que je croyais pas faits pour moi. Par exemple, quand je me suis reconvertie en naturopathie, je savais que dans le cursus, il y avait des cours de massage. Et pour moi, c'était ok, d'accord, je vais découvrir, mais je suis pas quelqu'un de tactile, ça va pas me parler. Et ben, je suis tombée amoureuse du massage, notamment parce que comme je suis hypersensible, je suis aussi hypersensible des sens. Et je pense que ça m'aide beaucoup. Sentir vraiment justement quand je masse quelqu'un, s'il y a un muscle, une tension, à vraiment être à l'écoute du corps de la personne que je masse. Donc, j'ai découvert énormément de choses que je pouvais faire grâce à mon hypersensibilité et à la créativité qui en découlait. Et cette hypersensibilité, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a permis de mettre le doigt dessus? Ce qui m'a permis de me mettre le doigt dessus, c'est encore une fois la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire la coach qui gérait le groupe dans le bilan de compétences, était elle-même zèbre, donc au potentiel intellectuel, on dit aussi zèbre. Et elle a, dans nos échanges, faudrait lui demander, mais en tout cas, elle a assez rapidement compris que j'étais hypersensible et que je n'en avais pas conscience, en tout cas pas que je n'avais pas forcément mis le mot dessus. Et elle a eu la délicatesse de me l'amener vraiment très doucement en m'amenant des ressources. À l'époque, elle avait, je crois, ouvert un wiki, une page web où elle avait regroupé tout un tas de ressources, vidéos, textes, articles sur le sujet des zèbres, des hypersensibles. Elle m'avait envoyé cette page, elle m'avait dit, mais prends le temps qu'il te faut pour t'approprier le sujet et je suis là si nécessaire. Donc voilà, et du coup, en bonne hypersensible, j'ai lu tout ce qu'elle m'avait envoyé, écouté, regardé des tas de ressources sur le sujet, échangé aussi avec beaucoup d'hypersensibles. Donc voilà comment c'est arrivé. Et comment tu t'es sentie justement de découvrir cette facette de toi que tu ignorais? Ça donne le tournis au début, surtout qu'on se dit, mais... Alors, ça donne le tournis, on se dit, ah oui, à l'époque, je crois que j'avais 32 ans, ouais, c'est ça, j'avais 32 ans. Et je me suis dit, mais en fait, jusqu'à maintenant, je ne me connaissais pas. En tout cas, pas totalement. Je suis passée à côté d'une énorme facette de ma personnalité. Ensuite, ça éclaire aussi pas mal de choses dans mon parcours, justement. Où, voilà, quelqu'un qui est hypersensible, il va percevoir certaines choses plus facilement que d'autres et peut parfois se sentir en décalage par rapport à d'autres personnes qui ne le sont pas. Et ça expliquait quelques soucis que j'avais eus d'adaptation, de relationnel dans mon parcours scolaire. Du coup, tu nous expliques qu'il y a eu pas mal de bonnes personnes au bon moment sur ton parcours. C'est vrai que l'aventure de changer de vie se vit rarement seule. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quels ont été tes guides et comment tu as pu faire de belles rencontres pour justement te réinventer professionnellement? Ouais, mes guides, il y en a eu beaucoup. Déjà, alors je ne sais pas si je peux le considérer comme un guide, mais comme un soutien, mais sans faille, même s'il n'aimerait pas j'espère qu'il n'écoutera pas, mais c'est mon conjoint il m'aime comme je suis, et il m'a toujours soutenue, voire
admiré parce que c'est mon meilleur ambassadeur maintenant dans cette reconversion. C'est incroyable. Et je l'ai dit aussi, mais d'une manière générale, tous mes proches, ma famille, sa famille aussi, la famille de mon conjoint, mes meilleurs amis, ils ont toujours été des piliers incroyables. Enfin, incroyables, ils sont là, donc il faut y croire, mais je me sens vraiment chanceuse. Ils ont toujours été très soutenants, en fait, à y croire avec moi ou pour moi parfois. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et puis après, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, c'est le cas de toutes les promos, mais en fait, ma promo, en tout cas à l'école de naturopathie, m'a permis de rencontrer des personnes aussi extraordinaires, avec des parcours de vie aussi très différents, très inspirants. Ça porte, parce qu'on se dit aussi, voilà, si un tel est capable de se reconvertir à 50 ans, ou si un tel est capable de se reconvertir alors qu'elle est mère de 3 enfants, moi, je suis capable de le faire. C'est inspirant aussi. Voilà. Et puis après, quand je suis arrivée aussi en Bretagne, j'ai eu un accueil des naturopathes déjà installés, des naturopathes sur place, vraiment très chaleureux et pas du tout dans la concurrence. Ça aussi, ça aide beaucoup de se dire, voilà, chacun sa place. Et puis après, on a aussi les rencontres aussi sur les réseaux sociaux qui aident aussi à s'inspirer et à aller de l'avant, surtout quand ça ne va pas. Génial, c'est d'ailleurs le message qu'on veut porter. J'espère qu'on le portera ensemble lors de ce podcast. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se disent « Ok, j'ai envie de me réinventer, je fais d'abord ça, en premier ça, ceci, cela ». Si on refait le point sur ton cheminement, donc toi, si je récapitule bien, donc à un moment, tu as eu un déclic en 2018. Ensuite, tu t'es réorienté vers un bilan de compétences où tu as pu explorer différents domaines et justement explorer la naturopathie. Rapidement, tu as consulté quelqu'un du domaine et tu t'es dit c'est peut-être pour moi. Donc, tu t'es inscrite à une école de naturopathie. Et ensuite, tu as déménagé en Bretagne et tu as exercé. Est-ce que ça s'est fait comme ça ou est-ce que tu veux apporter quelques nuances pour les personnes qui nous écoutent? Oui, ça s'est fait comme ça. Bon, après, au milieu, il y a quand même eu le Covid. Donc voilà, il y a eu des hauts et des bas. Je dis pas, c'est pas simple. La reconversion en naturopathie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pendant 1 an et demi, voire plus. Mais quand même, déjà pendant 1 an et demi, c'est retourner aux révisions. Alors que ça faisait 10 ans que j'avais arrêté les études, les examens, trouver des stages. Enfin voilà, c'est long et il faut rester motivé pendant 1 an et demi. Donc voilà, après, au moment où on finissait vraiment, il nous restait 3 mois, on finissait le cursus, bam, confinement, cours à distance. Là aussi, il faut rester motivé avec les cours à distance. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde aussi. Et décalage de certains cours qui ne pouvaient pas se faire à distance. Donc, ça a été assez frustrant pour moi, en tout cas, de me dire, voilà, c'est déjà 1 an et demi. Et puis même financièrement, ça faisait peur parce que moi, j'avais le chômage, mais je n'en ai pas pour longtemps. 2 ans, voire un peu plus parce que j'avais pu décaler en prenant des jobs à temps partiel. Donc, il y a eu des remises en question, beaucoup. Puis après, il y a se lancer une première fois à Paris, le jour du confinement presque, parce que j'ai passé mon dernier examen d'école de naturopathie la veille du 2e confinement. Donc, j'avais prévu de me lancer. Voilà, moi, je suis comme ça. Moi, je me lance juste après. Bah oui, mais il va falloir attendre un petit peu, cocotte, parce qu'il y a le confinement. Donc, même si j'avais proposé des consultations en visio, se lancer pendant le confinement et en visio, j'ai eu des premiers clients et je les remercie, mais c'était pas simple. D'ailleurs, je pense à quelque chose là, dans mes guides. Il y a aussi toutes les personnes de mon entourage qui ont accepté d'être mes cobayes, mes premiers clients et qui ont été nombreux. Et ça a vraiment été important pour moi, donc je le redis. Mais pour en revenir sur voilà, les hauts et les bas que j'ai pu vivre, donc il y a eu ce premier lancement à Paris, ce confinement, cette pandémie qui fait que nous, avec mon conjoint, on avait décidé de déménager plutôt. Voilà, on s'était dit, j'allais finir mon cursus en juillet 2020 et on déménageait dans la foulée. Et puis finalement, ça a été plus compliqué que ça et on a fini par déménager seulement en septembre 2020. Donc il y a aussi un peu rongé son frein aussi au niveau personnel. Et puis, ça veut dire du coup se lancer une première fois à Paris en sachant que tout le réseau qu'on se fait dans un premier temps, on peut prendre ça comme un exercice, mais il va falloir recommencer une fois arrivé en Bretagne en septembre 2021. Donc, tout recommencer depuis le début presque, même s'il y a les consultations en visio qui font que j'ai une base.
Et ben c'est pareil, à chaque fois, il faut aller rechercher dans ses ressources, sa motivation, et elle n'est pas toujours présente, ça c'est clair. Et justement, comment tu fais pour, jouer avec ces vagues de motivation et pour, te rebooster toi-même? Est-ce que tu as des astuces à nous partager? J'ai des astuces de naturo déjà, c'est-à-dire que, en tout cas pour moi, ce qui fonctionne, et c'est encore mieux depuis que je suis en Bretagne, c'est de me connecter à la nature, quoi. C'est-à-dire, ça va pas, je suis démotivée, et ben j'enfile mes baskets et je vais marcher ou je vais courir dans la nature, dans la campagne, au bord de la mer, dans la forêt. Enfin, voilà. C'est faire une pause, quoi. Et je prends pas mon téléphone et je vais respirer. Donc ça m'aide beaucoup. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit carnet où je note tous les moments vraiment clés de ma vie ou de ma reconversion, des moments où vraiment j'ai touché du doigt le bonheur, où j'ai touché du doigt ce que je voulais atteindre, quoi, ou les consultations qui vraiment ce sont les premières consultations qui sont bien passées, voir mes premiers avis de mes premiers clients, des lettres ou des mots doux de mes proches, enfin, des choses qui vont vraiment me rebooster. Et j'ouvre ce carnet. Je suis aussi, comme j'ai dit, sportive ou ultra traileuse même, donc je me suis notée aussi dans ce carnet toutes les courses que j'ai réussi à accomplir. Et voilà, c'est pas rien pour me montrer en fait que je suis capable et que c'est pas parce que maintenant, à ce moment T, ça va pas bien, que demain, ça ira pas mieux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je me répète assez souvent ces derniers temps. C'est une amie justement ici qui m'a donné cette phrase toute simple et que je me répète souvent, c'est tout finit par passer. C'est-à-dire, la vie, c'est un cycle et finalement, même les côtés négatifs, même quand on a l'impression d'être au fond du trou, tout passe. Vraiment, le temps fait bien les choses. Merci pour ce mantra hyper inspirant. Tu as anticipé l'une de mes questions. Pour revenir effectivement sur ton projet, quel est le plus gros impact que tu souhaites avoir aujourd'hui dans la fonction, dans le métier que tu portes? J'ai pas forcément la folie des grandeurs ou envie de devenir naturopathe super renommée. Moi, je pense plutôt à la puissance des petits pas, des petits impacts. C'est-à-dire, ça va être un déclic, une conversation qui va vraiment faire la différence, ou une phrase qui va faire la différence dans une consultation qui va faire que la personne en face, elle va, comme moi je l'ai fait, enclencher vraiment un cheminement dans sa santé, dans sa vie, qui va la mener vers un véritable, vers un accomplissement, vers un changement, vers un mieux-être. Et ben c'est toutes ces petits déclics, ces petits changements, ces petits impacts positifs que je vais avoir dans la vie de mes clients ou même de mes proches, qui font que finalement, ça vaut la peine de se lever chaque matin, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à des femmes qui veulent se réinventer professionnellement, mais qui ont des troubles un petit peu, on dit que les maux commencent par le corps. Elles se sentent pas forcément épanouies dans leur job, elles ont un peu mal au dos, mal aux épaules, elles ont peut-être, voilà, des difficultés au niveau de leur transit alimentaire. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, naturopathique? Déjà, celui qui regroupe tout, je suis une partisane des petits pas. Voilà, tant qu'on avance un peu chaque jour, finalement on avance. Donc c'est pas grave s'il n'y a pas ce saut dans le vide dont tu parlais au début, mais que finalement on avance vers notre objectif, même en restant salarié. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment indispensable, et c'est aussi pour ça que c'est mieux d'avoir des petits pas, c'est le sommeil et le repos. Vraiment, un des préceptes en naturopathie, c'est de savoir bien alterner exercice, activité et repos. Le sommeil est indispensable. Et si vous n'arrivez pas, si vous avez des troubles du sommeil, c'est là peut-être qu'il va falloir, c'est intéressant justement de consulter un naturopathe ou un praticien en santé naturelle pour vous aider à équilibrer votre sommeil. Pour moi, c'est la base parce que c'est ce qui va vous permettre de rester motivé, de pas avoir des idées noires, de retrouver son énergie, d'y voir clair, de prendre du recul, vraiment régler son sommeil, voir aussi s'il y a besoin de régler son sommeil, le régler. Pareil pour les petits pas, c'est voir dans l'alimentation, quand il y a des petits troubles du transit, les petites choses qui peuvent être mises en place
pour aider, pour soulager, améliorer le transit, des choses qu'on peut supprimer ou ajouter dans l'alimentation. Et là aussi, ça peut être intéressant de consulter une naturopathe. Et finalement, pour ces deux conseils-là, ces deux points-là, sommeil et alimentation, moi, ce que j'aime bien proposer et conseiller, c'est ce qui marche pas mal sur moi, c'est de beaucoup noter et écrire. Moi, je me fais beaucoup de suivi. Souvent, j'écris tous les jours. Et du coup, finalement, ça m'est arrivé de faire, par exemple, faire des tableaux de suivi. Voilà, justement, en ce moment, j'aimerais bien suivre mon sommeil, la qualité de mon sommeil, la qualité de mon transit. Je fais des petits tableaux avec, pour les 15 prochains jours, est-ce que chaque jour, je vais noter par des petits points de couleur, est-ce qu'aujourd'hui, combien d'heures de sommeil j'ai dormi? Est-ce que je considère que j'avais un sommeil de qualité? Est-ce que j'avais de l'énergie au réveil? Qu'est-ce que j'ai mangé? Enfin, voilà. Personnaliser son propre tableau de suivi, son propre carnet de suivi. Parce que quand on est la tête dans le guidon, on ne se rend peut-être pas forcément compte des petits points ou des liens qu'il peut y avoir entre alimentation et sommeil, entre cycle et sommeil, cycle et transit. Donc, écrire et faire des tableaux de suivi, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à mettre en place des choses petit à petit. Merci pour ces conseils qui vont aider, je pense, beaucoup d'entre nous. Justement, tu nous projettes un petit peu dans ta profession. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une semaine type ou une journée type dans ta vie de naturopathe? Comment ça se passe pour toi au quotidien? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de journée type, mais grosso modo, on va dire pour une semaine type, c'est moi, hein, et je pense que chaque naturopathe incarne différemment la naturopathie. Moi, personnellement, j'ai 2 jours dans la semaine de consultation physique, de consultation en cabinet à Vannes, où je propose du coup des consultations de naturopathie ou des massages, différents types de massages, plus 2 demi-journées supplémentaires, 2 à 3 selon les semaines, où je fais de la consultation en visio, ce qui me permet de voyager partout dans le monde. Il y a d'autres choses que je suis en train de développer ou que je développe actuellement autour de la naturopathie ou de la santé d'une manière générale. J'étais responsable communication dans mon ancien métier dans l'associatif. Je suis actuellement prestataire, responsable communication en tant que prestataire de la Fédération française de la naturopathie. Donc ça me prend une journée et demie, généralement une journée et demie par semaine. C'est passionnant parce que je reste dans la naturopathie, mais je regarde un pied quand même dans mon ancien métier de responsable communication et de responsable communication dans l'associatif, puisque la Fédération française de naturopathie est une association, un fonctionnement associatif. À côté de ça, j'ai lancé aussi, c'est un projet qui a mûri pendant des années, comme quoi il ne faut pas lâcher quand on a un projet et que les petits pas, vraiment, ça fonctionne. J'ai lancé mon propre podcast aussi récemment, où là, c'est la santé au sens large, mais c'est, comme vous l'aurez compris, dans mon parcours personnel, un sujet qui me tient à cœur. Je vais donner la parole à des aidants et des aidantes. Donc, c'est des personnes qui vont aider un proche malade ou qui traverse une épreuve à vivre au quotidien. Une personne qui va aider un proche handicapé, un proche malade, un proche endeuillé. Des personnes dont on parle très peu et qui pourtant sont précieuses pour notre société. Donc, je leur donne la parole dans ce podcast. C'est quelque chose de pas du tout rémunérateur, mais qui me passionne. Peut-être qu'un jour, ça me rémunérera. J'ai oublié un point, je suis aussi intervenante, formatrice dans une école de naturopathie, parce que c'est assez ponctuel, qui m'amène parfois à travailler le soir, parce que c'est des cours du soir, et ça m'arrive aussi du coup, notamment pour une association ou pour d'autres occasions, de donner des ateliers autour de la naturopathie. Là, je le fais aussi beaucoup pour une association de femmes atteintes d'endométriose, mais il y a d'autres projets autour d'autres troubles et des règlements à venir dans les prochains mois. Du coup, tu es ce qu'on appelle une femme multicasquette ou multifacette. C'est hyper riche. Ta semaine type, ce sera hyper inspirant. On mettra dans les notes du podcast le nom de ton podcast, d'ailleurs, qui s'appelle, tu me dis, Les aimants. Les aimants. Une Parce qu'il faut initiative beaucoup d'amour pour être aidant. C'est une initiative hyper touchante, en tout cas. Et c'est vrai qu'on ne donne pas souvent la parole à ce type de personnes qui contribuent aussi à accompagner les personnes souffrantes, comme tu l'expliques. Si je peux me permettre, dans ma semaine type, parce que ça peut paraître énorme, mais j'ai quand même à cœur de garder un équilibre. Et voilà, je suis naturopathe, donc j'essaye vraiment, là aussi,
en ce moment, en tout cas avec un tableau de suivi du temps que je passe sur mes différentes casquettes, de garder un équilibre et de pas me tuer à la tâche, quoi. Vraiment, de pouvoir préserver mon énergie sur le long terme. Et justement, sur cette partie énergie, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui tu te sens au niveau énergétique et émotion et par rapport à comment tu te sentais avant ta réinvention professionnelle? Qu'est-ce qui a changé en toi? Beaucoup de choses. Rien que dans le fait dont je m'exprime. Je me rappelle souvent de la première prise de parole que j'ai faite en tant que naturopathe c'était en visio auprès de mes camarades de classe, une conférence sur la thyroïde. Et j'ai bafouillé pendant une demi-heure. J'ai été stressée pendant les 4-5 jours qui précédaient. Et je repense souvent à cette conférence qui n'avait aucun enjeu en plus. J'ai l'enregistrement un jour, peut-être que je le re-regarderai, parce que je me rends compte souvent en repensant à ce moment du chemin parcouru. Rien que dans la prise de parole, et du coup, ça se voit directement extérieurement. L'énergie, mon équilibre énergétique et émotionnel, à quel point il a évolué quand on voit l'évolution dans ma prise de parole, dans mon affirmation quand je prends la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, progressivement, j'ai commencé à montrer ma tête, à parler, maintenant je fais des lives, voilà, ça s'est fait progressivement, mais je vois le chemin parcouru, parfois je me dis, waouh, les petits pas, c'est possible. Et puis maintenant, j'ai même lancé mon podcast, donc je dirais que je me sens vraiment maintenant énergétiquement, émotionnellement alignée avec qui je suis, et je l'assume pleinement, qui je suis. J'ai plus peur d'être qui je suis auprès de mes proches ou d'autres. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon que d'être moi-même. Et que ça se ressent majoritairement dans la manière dont je prends la parole, que ce soit publiquement ou même, je me rends compte, auprès de mes proches, quoi. Je parle moins, mais quand je parle, je sais me faire... on m'écoute, quoi. Avant, j'étais celle qui parlait beaucoup, mais pour ne rien dire. Et maintenant, je parle moins souvent. Ce qui étonne parfois, d'ailleurs, mes proches, peut-être. Mais quand je parle, je suis dans une énergie qui fait qu'on m'écoute, vraiment. Je ne sais pas comment dire ça. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous partager de ton plus grand apprentissage de ta réinvention professionnelle jusqu'à présent? Que ce soit un succès, un échec ou ce qui te vient en tête? Oser être soi-même, parce que c'est ce qui va... Non seulement c'est ce qui... Vous n'avez pas le choix, dans le sens où... Qui on peut être d'autre à part soi-même. Et en plus, c'est vraiment le chemin du bonheur, quoi. Et finalement, même dans une reconversion professionnelle, je donne mon exemple en tant que naturopathe, plus je suis moi-même, plus j'attire à moi des clients qui vont me choisir non seulement en tant que naturopathe, mais en tant que qui je suis, qui je montre. Et du coup, ça m'attire, ça fait venir à moi des clients que j'adore, quoi, qui m'ont choisi pour qui je suis et avec qui ça match, ça fonctionne bien et qui font que j'adore toujours plus mon métier, qui se développe. Donc, et ça part du fait que j'ai décidé de faire les choses à la lumière de qui je suis et pas de copier-coller ce que je peux voir sur les réseaux, ce que je pense qu'un naturopathe est. Non, j'incarne la naturopathie telle qu'elle correspond de telle façon à ce qu'elle corresponde à qui je suis. Tu nous dis que oser être soi, c'est le cheminement vers le bonheur. Quelle est pour toi la définition du bonheur, justement? Le bonheur, pour moi, c'est savoir... c'est une réinvention au quotidien, mais c'est savoir se satisfaire, reconnaître, se réjouir de ce qu'on a au moment présent. Parce que c'est beau d'avoir des projets, des rêves, et c'est ce qui fait avancer. Mais finalement, le bonheur, c'est pas un projet. Le bonheur, c'est au jour le jour. Et même si c'est pas tous les jours facile, et justement, quand c'est pas facile, les jours où c'est pas facile, il faut savoir aussi avoir la capacité de se poser, d'où ce petit carnet, le carnet de mes petits bonheurs, de se poser et de se rappeler de se rappeler le bonheur. Enfin, voilà, qu'est-ce qui me rend heureux,
me rend heureuse aujourd'hui. Voilà, moi, par exemple, quand je suis arrivée en Bretagne, voilà, on n'a pas encore trouvé notre logement définitif. Mon chéri a pas trouvé de travail définitif aussi. Moi, j'avais pas encore mon cabinet. Enfin, il y avait encore plein de choses prometteurs, mais qui n'étaient pas encore achevées. Et, et malgré tout, j'avais quand même des moments où, voilà, en tant que bonne hypersensible, je me posais, je versais ma petite larme en me disant ah, je suis en Bretagne, c'est ce que je voulais plus que tout au monde ces dernières années. Et j'étais aussi reconnaissante, en plus déjà du trop-plein émotionnel, ça me rendait encore plus heureuse de me voir que j'étais capable de reconnaître ce bonheur au moment présent, quoi. Pour moi, la clé du bonheur, c'est de pouvoir vraiment le reconnaître dans la vie de tous les jours, quoi. Tu le vibres et tu l'incarnes là quand tu nous l'expliques, même si les auditeurs, les auditrices ne pourront pas te voir. En tout cas, c'est beau de te voir avec des étoiles comme ça, plein les yeux. On parle beaucoup du côté justement étoiles, paillettes, de ce qui a marché et c'est génial dans les parcours de réinvention. Mais dans cet épisode, dans ce podcast en général, j'aime bien parler de choses aussi vraies. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as vécu plus un flop dans ton projet et comment tu as su rebondir? Ouais, je pense à un flop en particulier, même si j'ai toujours un tempérament qui fait que je vois toujours le bon côté des choses. Dans mon parcours en tant que naturopathe, enfin dans ma reconversion en naturopathie, je suis également tombée encore plus amoureuse, parce que c'était déjà le cas, des plantes et de leurs vertus d'une manière générale. J'ai voulu aussi, en plus des massages, me spécialiser dans la phytologie. Donc, j'ai fait des formations en plus. J'ai été embauchée en CDD en janvier 2020 en herboristerie. J'étais très enthousiaste à cette idée. Comment dire, il y a beaucoup de choses qui finalement n'allaient pas. Le management était, voilà, ça a réveillé aussi la manière dont l'herboristerie était managée, dont les salariés de l'herboristerie étaient managés. Ça a réveillé beaucoup de douleurs du passé, finalement, parce que voilà, dans mon parcours aussi en associatif, j'ai pu, voilà, en termes de management et de gestion d'équipe, j'ai pu rencontrer des conflits et voilà, des managers qui ont un peu dépassé les bornes, on va dire, sans pointer du doigt qui que ce soit. Et là, ça m'a apporté une désillusion en me disant ah ouais, en fait, c'est pas parce que c'est la naturopathie, le naturel, la santé naturelle que tout est beau, tout est rose et que tout le monde est des bisounours, quoi. Et à ça, c'est ajouté que finalement, mon contrat s'arrêtait, je crois qu'il s'arrêtait. Enfin, en gros, il y a eu le confinement, le 3e confinement qui a été déclaré avant la fin de mon contrat en CDD, qui du coup n'a pas été renouvelé et qui du coup, comme le confinement a été annoncé un soir pour le lendemain presque, j'ai pas eu l'occasion de vivre ma dernière journée dans ce contrat aussi, même si ce contrat ne me plaisait pas, ce poste ne me plaisait pas totalement pour les raisons que j'ai évoquées. C'était extrêmement frustrant. J'avais accepté de renouer avec le salariat. Et finalement, c'était pas un échec complètement. Mais je me suis pas trouvée à ma place, en fait, tout simplement. J'ai pas trouvé ma place dans cette structure, même au sein de l'équipe, même si les filles avec qui je travaillais étaient adorables. J'avais l'impression de retomber dans les travers dans lesquels j'étais quand j'étais salariée en associatif et que je n'avais pas conscience de mon hypersensibilité et de tout ça, quoi. Et c'est comme une petite piqûre de rappel, finalement. Un échec. Sur le coup, j'ai vraiment senti comme un échec. C'est-à-dire que il y a eu l'annonce du confinement. J'ai très bien compris que du coup, l'herboristerie fermerait et qu'elle fermerait jusqu'à la fin de mon contrat et qu'il y ait des chances que mon contrat ne soit pas renouvelé. Ça m'a fait une douche froide en me disant, mais en plus, voilà, le confinement, pandémie, ça va jamais se terminer. Enfin, il y avait une accumulation de tout ça. Ma solution à moi, ça a été, je suis partie en séjour chez ma cousine en Bretagne pour me ressourcer. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai accepté de me dire, bon, ok, on fait pause, même si financièrement, c'est pas le meilleur moment pour prendre 10 jours de vacances.
appuie sur pause, accepte de prendre du recul, accepte cet échec, et de ne pas tout maîtriser aussi, parce qu'il y avait aussi ça. Laisse-toi le temps aussi d'imaginer ce que va être la suite. Et justement, tu parles d'incertitude. Quand on se réinvente, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'aventure, on va dire, du package de la réinvention professionnelle. Comment tu as géré les phases d'incertitude justement dans ton projet, dans ton évolution? Pas simple. Dans le sens où, je pense que c'est pour ça, à la base, que j'avais accepté ce poste, d'ailleurs. C'est parce que au moins, j'avais une certitude, un CDD pendant quelques mois. Ouf. Et finalement, non, même pas. Comment c'est un apprentissage encore, hein, parce que finalement, le métier de naturopathe, il y a des mois où il peut y avoir beaucoup de consultations, beaucoup de revenus, un revenu de plus en plus confortable, même si au début, ça ne l'est jamais. Il y a des mois avec un peu plus de revenus et des mois sans. Et finalement, ça continue même quand on a une naturopathe installée, parce que voilà, on gagne moins d'argent. On gagne moins d'argent. Oui, on a moins de consultations, donc on a moins de revenus, par exemple, au mois de décembre, parce que les gens ont autre chose en tête que d'aller voir une naturopathe, par exemple. En tout cas, c'est mon cas sur les 2 mois de décembre que j'ai déjà vécu. Donc, il y a cette incertitude, quoi. Si j'ai eu un bon mois en tant que naturopathe, je touche du doigt, parce que c'est pas encore fini, hein, 1 an et demi après ma reconversion, je touche du doigt le niveau de vie et niveau professionnel que je veux atteindre, mais ça ne veut pas dire que le mois prochain, c'est pas gagné, en fait. Donc, l'incertitude, elle fait partie de mon quotidien, donc j'ai dû apprendre à l'apprivoiser. Et comment faire? J'avoue, j'ai pas forcément de secret. Peut-être que c'est l'hygiène de vie naturelle qui m'aide, dans le sens où vraiment, ce que je disais, j'ai toujours gardé la volonté, même si c'est pas toujours simple, de ne pas être la cordonnière la plus mal chaussée, c'est-à-dire de garder ce bon équilibre entre activité professionnelle et repos. Vraiment, c'est important. Donc, il y a ça. Et non, ouais, c'est principal finalement. Parce que du coup, si je suis pas tout le temps la tête dans le guidon, j'ai beaucoup plus ces moments de prise de recul, ces moments où je vais pouvoir méditer, écrire, dessiner, enfin faire les choses qui me mettent en joie, en dehors de mon métier qui me met en joie. Et ça permet de prendre du recul. Voilà, de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon. Du coup, sur la partie conseil, si on continue sur cette lancée-là, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à toi d'avant ta reconversion professionnelle pour inspirer aussi les autres femmes qui voudraient changer de voie vers un milieu plus holistique de santé ou autre, tout simplement? C'est pas forcément un conseil que j'aimerais me donner, mais c'est un conseil qu'on m'a donné et que j'ai rejeté au début et qui finalement est revenu à mon esprit plusieurs fois, ou même revenu concrètement au travers d'autres personnes, plusieurs fois pendant ma reconversion. Ça a été: ne rejette pas tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Parce que j'étais quand même, au début de ma reconversion, un peu en rejet de mon ancien métier qui m'avait presque menée au burn-out. Donc j'étais vraiment en rejet, un peu en colère finalement. De me rappeler de ces personnes qui m'ont dit ne mets peut-être pas tout à la poubelle, ne rejette pas tout. Tu vas pas devenir que naturopathe, tu vas devenir. C'est pour ça que c'était important pour moi d'expliquer mon parcours. Tu vas devenir une naturopathe, mais aussi, ça ne veut pas dire que tu n'es plus responsable communication ou une personne qui travaille dans le milieu associatif. Tu peux être tout ça en même temps. Donc, ça m'a beaucoup aidée. C'est ce qui m'a aidée aussi, du coup, à ouvrir mes horizons. C'est ce qui fait que, du coup, grâce à ça, j'ai postulé et j'ai été acceptée pour travailler auprès de la Fédération française de naturopathie. Parce que je pense que si j'avais été en opposition, j'aurais surtout pas postulé parce que, justement, c'est une association et je ne veux plus rien avoir à faire avec les associations. Donc, vraiment, c'est un conseil que je suis reconnaissante qu'on m'ait donné, de ne rejetez pas
qui vous êtes à la base. Ça va être vos fondations pour construire votre nouvelle vous. Mais le vous du futur, ça va pas être uniquement la personne que vous avez construite depuis le premier pas que vous avez fait vers votre conversion jusqu'à un moment T, mais ça va être tout votre chemin de vie finalement qui va faire qui vous êtes et qui va faire que vous êtes unique. C'est tellement inspirant et tellement aligné en fait avec le message que je veux porter. Donc merci de ce partage que tu nous fais encore une fois. Dans la dernière partie, on tord le cou des idées reçues sur la réinvention professionnelle justement, où je commence des phrases et le concept c'est que tu les finisses avec ce que tu veux. Voilà. Tu es prête? Oui, allons-y. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire tout ça et de prendre la parole en public surtout. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était passer d'un métier à l'autre. Ma plus grande peur, c'était de finir SDF. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais présentatrice météo. Même si je suis une femme super occupée, aujourd'hui, je prends du temps pour moi quand je vais me promener dans la nature. Super. Du coup, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy, heureuse en ce moment? C'est l'arrivée du printemps. Génial. Est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être de ta vie de femme que tu voudrais nous partager? Une habitude que en fait, je conseille assez régulièrement à mes clientes et que moi-même j'ai, c'est ma recette du pudding de graines de chia. Donc ça, c'est un super aliment que j'utilise beaucoup, notamment pour la régulation, pour l'apport en oméga 3, la régulation des hormones, même pour le transit. C'est hyper simple. Il faut des graines de chia, du lait végétal. Et moi, j'en ai toujours dans mon frigo. En plus, quand j'ai envie de grignoter, au moins, j'ai un grignotage sain parce que finalement, ça ressemble à un yaourt, mais avec que des bonnes choses dedans. Et j'ai une recette en réel de pudding de graines de chia sur Instagram. Bah super, on ira voir ça alors. Qu'est-ce qui te rend funky aujourd'hui dans ton quotidien? Ce qui me rend funky et ce que j'ai décidé il y a quelques semaines grâce à une séance avec une amie coach, c'est que je danse un peu tous les jours, comme une folle si j'en ai besoin, sur des chansons que j'assume pas totalement si j'en ai besoin, mais c'est ce qui me rend funky, on va dire. Ça libère les émotions. Ça libère plein de choses, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant, avant de te réinventer? Eh ben, je kiffe être... souvent, je dis je suis mon propre boss, ouais, c'est ça, je suis ma responsable, mon chef. Et donc, je kiffe pouvoir ajuster aussi, sauf pour les consultations, mais sinon, ajuster mon emploi du temps au quotidien en fonction de mon énergie, de mes envies, de comment je me sens au jour le jour. Et ça, vraiment, c'est un kiff absolu. Ça a l'air très bien. Et pour conclure, est-ce que tu as un message à faire passer? Alors, je vais peut-être, encore une fois, être un peu Miss France. C'est bien parce que j'ai commencé en mode Miss France, je vais finir en mode Miss France. Mais plutôt une question que je me pose aussi régulièrement le matin, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans la journée un acte d'amour envers quelqu'un. Voilà, un petit geste simple qui va embellir la vie de quelqu'un d'autre et forcément de vous, parce que donner, c'est recevoir. Est-ce que c'est sourire au SDF que vous croisez dans la rue? Est-ce que c'est un câlin à votre conjoint ou à vos enfants? Un mot doux à une copine? Quel est le geste simple qui ne vous prend pas beaucoup de temps, que vous pouvez mettre en pratique aujourd'hui pour insuffler un peu plus d'amour dans ce monde qui en a bien besoin? Merci, on conclut avec un message rempli de sens. On avait commencé avec un rêve aussi rempli de sens. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Je suis principalement active sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Donc, sur Instagram, majoritairement. Donc, Sophie_Pihan, Pihan, c'est mon prénom et mon nom, c'est qui je suis. Est-ce que tu as une actualité que tu voudrais partager? J'en ai déjà parlé. C'est mon actualité du moment, c'est vraiment la sortie de ce podcast. Même si vous n'êtes pas vous-même aidant,
N'hésitez pas à l'écouter parce que j'interviewe vraiment des personnes extrêmement inspirantes qui ont vécu des grosses épreuves dans leur vie, qui restent malgré tout justement positives et entreprenantes. C'est extrêmement inspirant. Et puis si vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont aidants, n'hésitez pas à leur en parler parce que ça aide beaucoup de se retrouver entre personnes qui vivent des épreuves similaires. Merci beaucoup, Sophie. Je te remercie pour ce moment riche en enseignements. Et je te dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happysfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.